Bonjour à tous et toutes, bienvenue à cette nouvelle formation offerte par Maelstrom Media. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, et je pèse mes mots, d'accueillir un phare, c'est-à-dire P-H-A-R-E, ou un F-O-R-T, aussi remarqué, ça irait, de l'État de droit au Québec, un ancien bâtonnier de Montréal, ancien bâtonnier du Québec, quelqu'un qui défend des principes qui sont pas toujours populaires, et j'ai nommé évidemment Maître Gilles Ouimet. Bienvenue chez Maelstrom Media, Maître Ouimet. Merci. Merci. On a un gros programme aujourd'hui, mais qui est franchement sympathique, dans l'optique où on ne parlera pas strictement de droit disciplinaire en rapport au barreau du Québec. C'est une formation qui est beaucoup plus large, transversale en quelque sorte, transcendante, si on peut dire. On abordera lors de cette première formation les principes de base et on creusera davantage lors de la deuxième formation, façon de parler. Alors, dans un premier temps, là, vous qui faites ça maintenant temps plein, l'objectif premier de la déontologie, ce serait quoi? En fait, l'objectif premier, il y a une phrase célèbre d'un jugement de la Cour suprême qui disait que la déontologie, c'est l'appel à la perfection pour le professionnel. Quand même, hein? C'est défendre des valeurs morales, des valeurs d'éthique. Alors, donc, quand on parle de droit disciplinaire, de droit professionnel, c'est ça l'objectif. On veut encadrer le comportement des professionnels ou des membres visés, là, quel que soit le domaine dans lequel ça se présente, pour s'assurer que ces personnes-là vont respecter les valeurs d'une profession, les normes d'une profession. Alors, c'est ça, la discipline, le droit disciplinaire, le droit professionnel, c'est différentes façons d'appeler la même chose. Aspirer à la perfection, c'est quand même... C'est un beau défi, c'est un beau défi. Est-ce qu'à travers les époques, on a remarqué une évolution marquée du droit disciplinaire? Absolument. Alors, le Code des professions a été adopté en 1973 et c'est de là que... Donc, le Code des professions, c'est la loi cadre qui a mis en place le régime de droit professionnel qui s'applique à toutes les professions du Québec. D'entrée de jeu, vous avez souligné, ça ne vise pas que les avocats, ça vise toutes les professions du Québec qui sont encadrées par le Code des professions, même si certaines professions ont des lois particulières. Qui est l'espèce de loi habilitante qui a donné naissance, entre guillemets, à des lois plus spécifiques. C'est ça. Et donc, le Code des professions a établi un régime le droit disciplinaire est né en 1973. Il y avait des formes qui existaient dans des lois particulières. Au barreau, de tout le temps, il y a eu de la discipline. Mais donc, en 1973, le législateur québécois a adopté le Code et a créé ce régime de droit disciplinaire qui vise à encadrer là, toutes les professions. Donc, a mis la table pour ce régime-là. Maintenant, depuis 1973, et particulièrement, je vous dirais, dans les 20-25 dernières années, quand on lit, quand on suit de près l'évolution de la jurisprudence en droit disciplinaire, on a vu une professionnalisation extraordinaire. C'est notable, là. Je veux pas critiquer injustement ce qui se passait avant, mais quand on regarde, plus particulièrement tant au niveau des conseils de discipline qu'au niveau du tribunal des professions, la qualité de la jurisprudence est remarquablement améliorée là, dans ces 20 Dans quelle optique, en termes de forme ou en termes de contenu? Et de forme et de contenu. Ça s'est professionnalisé. La qualité des décisions qui étaient au départ beaucoup plus succinctes. On a assisté là, dans le dernier quart de siècle à l'évolution d'un corpus jurisprudentiel important de la part du tribunal des professions. Parce qu'on va voir, on va en parler tantôt, parce qu'une des caractéristiques particulières du droit professionnel, c'est qu'il est, ce qu'on dit, il est sui generis, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment entièrement codifié. Donc, et puis, est-ce que, dernière question là-dessus, sur la philosophie ou l'évolution de la philosophie du droit disciplinaire, est-ce que vous diriez que les standards auxquels sont assujettis les professionnels québécois ont été relevés de niveau, si je peux dire, depuis 1973, ou on assiste quand même au jour de la marmotte? Non, je pense qu'on a, ça s'est manifesté de différentes façons. Entre autres, là, je vais rappeler qu'en 2013, qui est une réforme importante, où on a créé le Bureau des présidents
de conseil de discipline. Parce qu'avant, c'était des avocats qui étaient nommés... là-bas comme je te pousse. Voilà, là, bon, je rentrerai pas dans les détails de comment ça se passait On a une idée. avant. Mais donc, en 2013, le législateur est intervenu pour créer le Bureau des présidents, ce qui a amélioré, évidemment, la qualité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une uniformisation, en quelque sorte? La qualité et la cohérence des décisions s'est retrouvée améliorée par les membres du Bureau des présidents, qui sont, je pense, au nombre de 15. Il y a un président en chef, vice-président, qui coordonne les activités. Alors, ce groupe restreint de personnes qui, à temps plein, ne font que ça, sont les présidents. Donc, ceux qui président la formation de 3. Ça a assuré, ça a contribué à améliorer la qualité des décisions et du droit professionnel. Dis-moi, on entend souvent parler de protection du public, nécessairement, quand on parle de droit disciplinaire. Et puis ça, c'est pour faire du média, souvent la population croit parfois que l'ordre professionnel est là pour défendre le professionnel versus le public, alors que c'est parfaitement l'inverse. En tout cas, selon la loi, c'est l'article 23 du Code des professions qui énonce le mandat, la mission des ordres professionnels, et donc par implication nécessaire se retrouve au cœur de la mission des instances disciplinaires. C'est la protection du public. C'est l'objectif primordial d'un ordre professionnel et donc des instances disciplinaires, d'assurer la protection du public. La question, la perception du public à l'effet que les ordres peuvent être là pour protéger leurs membres peut être liée d'une certaine façon à la notion de justice des pairs, puisque les conseils de discipline sont composés par des membres de l'ordre en partie, et donc ça peut contribuer à cette perception-là. Mais quand on y pratique, quand on voit le travail de près, vous savez, les problèmes de perception, j'ai fait moi aussi un peu de médias, j'ai participé à cet exercice. Et je lis comme tout le monde. Exercice pas toujours simple. Non, c'est un défi. Essayer de faire comprendre... de livrer la bonne nouvelle. Oui. Cette idée de protection du public qui est mal perçue, là, on parle des sentences, les peines bonbons, les sanctions bonbons. Mais souvent, à la base, c'est que les gens ne se donnent pas la peine de lire les décisions. Bien sûr. À la blague, je dis souvent, commenter un jugement sans l'avoir lu, c'est comme commenter un vin uniquement sur son prix. Alors, c'est risqué. C'est risqué. Ça peut donner une indication. On peut bien tomber, mais l'inverse est aussi vrai. Voilà. Donc, à la base, malheureusement, quand on ne se donne pas la peine de lire, et parce que les conseils de discipline, le tribunal des professions est là pour veiller à s'assurer qu'ils le font, doivent motiver leurs décisions. Et si ça ne se tient pas, et s'ils s'écartent des balises fixées, le tribunal des professions est là pour intervenir. Donc, moi, je pense que Et même ultimement, si le tribunal des professions... Le tribunal des professions... Il y aura toujours la Cour supérieure. La Cour supérieure et la Cour d'appel qui peuvent intervenir. Même, il y a certains dossiers... Qui vont directement en Cour supérieure. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à la Cour supérieure. Cour d'appel, j'allais dire qu'ils peuvent aller même jusqu'en Cour suprême. Là, on a eu l'affaire Doré contre le barreau. Qui pourrait faire l'objet d'une formation complète. En soi, c'est un sujet, la notion... La notion de liberté d'expression dans le contexte disciplinaire est un sujet... Tu sais que j'enseigne depuis longtemps les normes de contrôle judiciaire à la Faculté de l'Université de Montréal. Et je vous dirais que l'arrêt Doré est venu ajouter une couche. Là. Après Dunsmuir, c'était wow! Pour enseigner ça, c'était quelque chose. Oui, et les décideurs, en tout cas, il y a le message livré par la Cour suprême dans Doré, mais quand on regarde de près comment c'est appliqué par les conseils de discipline, particulièrement lorsque la faute invoquée met en cause la liberté d'expression, c'est plus difficile. Et particulièrement au barreau, moi, je trouve que le barreau est pas un modèle dans l'interprétation de cette difficile conciliation entre la liberté d'expression et la déontologie des membres. Là, c'est un sujet délicat. C'est effectivement c'est une didactique qui est loin d'être simple. Dites-moi, on parlait de protection du public, question initiale. Comment on fait pour concilier justement la protection du public avec, par exemple,
d'autres socles, comme par exemple la liberté d'expression? Alors, selon Parlant de défi. Selon la théorie, selon le mandat que la Cour suprême a énoncé en ce qui concerne particulièrement la liberté d'expression, c'est un exercice qui doit être... le Conseil de discipline est appelé à sous-peser, d'une part, la valeur fondamentale que représente la liberté d'expression, mais d'autre part, les obligations déontologiques. Et il n'y a pas de recette magique. Alors, on demande aux décideurs, donc au Conseil de discipline, et je le souligne, c'est composé de 3 personnes. C'est à eux qu'appartient la tâche qui a le défi de déterminer où passe la ligne entre la conduite acceptable ou inacceptable. Il y a un jeu d'équilibriste ici. Oui, voilà. Et c'est là où, alors, selon la théorie, il faut faire cet exercice de mise en balance. Maintenant, pour être capable de le faire adéquatement, à mon avis, il faut bien comprendre la liberté fondamentale qui est en cause. Et lorsqu'il est question de liberté d'expression, et vous parliez tantôt de protection du public, je pense que les ordres et les conseils de discipline ont tendance à pêcher. Ah oui, hein? Ils vont favoriser la sanction au détriment de la liberté d'expression dans le but de protéger le public. Donc, ils vont avoir une interprétation qui a tendance à être plus large des obligations déontologiques au détriment de la liberté d'expression. Donc, on pourrait penser que la protection du public, dans certains cas du moins, aurait préséance sur le nombre de libertés fondamentales, particulièrement la liberté d'expression. Quand on regarde dans l'ensemble des décisions, c'est l'impression, en tout cas, c'est ma perception à moi, de ce qui se dégage des décisions rendues. Il y a peu d'exemples où les conseils de discipline vont permettre ou accepter que le professionnel a adéquatement exercé sa liberté d'expression au détriment. Ils vont plutôt considérer qu'il y a un manquement déontologique.